Je m'appelle Solène, j'ai 28 ans et j'ai eu un cancer du sein quand j'avais 23 ans, donc en 2021. La première étape, ça a été l'opération. C'était une tumorectomie, donc ça veut dire qu'on m'a retiré uniquement la partie malade du sein. Je prends un médicament en même temps que mon petit déjeuner, c'est de l'hormonothérapie, pour limiter les risques de récidive. Bonjour. Au quotidien, ça a quand même pas mal d'effets secondaires. Donc, on apprend à vivre avec certains, d'autres, on les subit plus qu'on vit avec. Mais effectivement, il y a pas mal d'effets secondaires qui touchent à. Enfin, ça va être des bouffées de chaleur, ça va être des crampes, ça va être une peau très sèche, prise de poids. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est un traitement qui est prescrit entre 5 et 10 ans. J'en suis à 4 ans, donc normalement, il me reste qu'1 an. Et oui, j'ai très hâte que ce soit terminé. J'ai prévu de faire une grosse fête quand tout ça se termine. Longtemps considéré comme une maladie de l'âge mûr, le cancer touche désormais des patients de plus en plus jeunes. Ça devient un réflexe. Après, c'est vrai que parfois, je me dis, tiens, est-ce que je l'ai pris, est-ce que je l'ai pas pris. Ça m'arrive des fois de plus trop savoir. Et puis, j'ai pas encore passé le cap d'acheter un pilulier. Je me dis, non, je suis trop jeune. J'ai découvert mon cancer vraiment totalement par hasard. Je venais de finir mes études, j'étais de retour chez mes parents, en Bretagne et puis, comme je cherchais mon premier emploi, je passais beaucoup de temps sur Instagram et un jour, je suis tombée sur un tuto qui expliquait comment se palper la poitrine et puis, je me suis dit: «C'est un truc de grand-mère, pourquoi je vois ça? Ça me concerne pas» et puis, je me suis vraiment sentie ridicule en faisant les gestes, jusqu'au moment où j'ai senti une boule bien dure dans mon sein. Donc là, panique à bord, j'ai été voir ma maman qui m'a dit: «Ah oui, moi j'ai pas ça» et cetera. Donc j'ai pris rendez-vous, chez mon médecin traitant 3 jours plus tard et hem et donc lui m'a prescrit une échographie en me disant: «De toute façon, vous êtes jeune, une mammo à votre âge, on verra rien». Et puis donc lors du rendez-vous, donc on me fait l'échographie, puis on me dit: «Vous allez faire une mammographie». Donc déjà je me suis dit: «Tiens, le médecin il m'a dit qu'on verrait rien, étrange». Puis finalement, donc 2 jours plus tard, la biopsie a eu lieu. La biopsie, je savais même pas que c'était un examen qui servait à valider ou non un cancer. Et là, le médecin traitant m'a expliqué, avec des termes, médicaux que je n'ai pas compris, que j'avais un carcinome canalaire infiltrant de grade 1, je sais plus combien, que des termes qui m'étaient inconnus, donc je les ai pas vraiment retenus sur le moment. Et puis finalement, au moment de partir, je lui demande, quelle va être la suite après l'opération? Est-ce qu'il y aura autre chose? Est-ce que c'est terminé? Et puis là, il m'a dit: «Ah bah, non, non, après il y aura, sûrement de la radiothérapie, sûrement de l'hormonothérapie, peut-être de la chimiothérapie» et en fait, c'est le mot chimiothérapie qui m'a fait comprendre que j'avais un cancer, mais sinon personne ne me l'avait dit. Sportive, non fumeuse et sans antécédents familiaux, rien ne prédestinait Solène à être atteinte d'un cancer. Quand on a 23 ans, on a un peu l'impression que notre vie démarre et en fait, elle s'arrête déjà alors on est confronté à la mort quand même, donc ouais, ça fait se poser beaucoup de questions et on le vit certainement pas de la même façon quand on a 20 ans que quand on en a 75. Je me suis vraiment interrogée sur est-ce que c'est des choses que j'ai pu respirer? Est-ce que c'est des choses que j'ai pu manger? Est-ce que c'est un cocktail de plein de choses? Est-ce que c'est parce que, il y a telle usine, proche de là où j'ai grandi et du coup, ça a pu avoir un impact? Oui, après, je pense que je vais me faire 50 000 scénarios, mais pour l'instant, j'aurai jamais la réponse. Première cause de mortalité en France, le nombre de nouveaux cas de cancer d'apparition précoce a bondi de près de 80% en 30 ans. Certains médecins évoquent même un tsunami à venir chez les patients de moins de 50 ans. Pour mieux comprendre si cette augmentation est due à des diagnostics plus précoces ou s'il y a une épidémie réelle, la sénatrice Sonia de la Provôté a rédigé une proposition de loi pour créer un registre national des cancers. Cette proposition de loi est l'aboutissement de plusieurs années d'engagement et d'échanges pour confirmer l'utilité d'un tel registre. Adopté à l'unanimité, ce registre national des cancers
va désormais recenser tous les cas qui surviennent en France de façon exhaustive. Il y a des registres locaux qui existent, donc comme dans le département du Calvados, où on a un registre des cancers digestifs et un registre des cancers généralistes. Et donc ça couvre à peu près entre 20 et 24% de la population française. Tout le reste n'est que de l'extrapolation, avec des données numériques qu'on arrive à recueillir par-ci par-là, qui sont partielles, partiales, parcellaires. C'est quand même dommage de ne pas tout avoir, alors qu'on pourrait peut-être, avec un registre en tout cas, avoir ces certitudes. Jusqu'à présent, une trentaine de registres locaux existaient, mais ils étaient incomplets et ne couvraient qu'un quart de la population française. En fournissant une base de données fiable, la création d'un registre national permettra d'améliorer la connaissance sur le cancer, son dépistage et sa prise en charge. Soutenue par les collectifs de patients, la sénatrice reçoit Solène, membre de l'association Jeune et Rose, qui lutte contre les cancers du sein précoce. Pour ces patientes, la création du registre national des cancers est essentielle. C'est hyper précieux parce que ça aura des conséquences énormes. À chaque fois, on a mis on reviendra pas en arrière, quoi. Voilà, c'est ça, oui. C'est vraiment hyper important, c'est essentiel, on en a besoin. Nous, au départ, on se questionnait depuis très longtemps sur les chiffres, sur cette augmentation chez les jeunes qu'on observait quand même quotidiennement. Ouais, bah oui. La santé environnementale, l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Ça ouvre tous ces sujets-là, grâce au registre aussi. Voilà. Face à l'inquiétude des associations de patients, la sénatrice espère que le registre pourra faire émerger des explications sur la hausse de certains cancers. Pour des cancers rares, des cancers émergents, comme par exemple les cancers du pancréas, on a l'émergence aussi de certains cancers du cerveau, on se pose des questions sur certaines hémopathies. Tous ces sujets-là, on voit bien, ont besoin d'être adossés à la vérité des chiffres. On a des territoires ruraux, on parle de l'exposition aux pesticides, qui ne sont pas du tout couverts, donc on ne sait pas. On ne sait pas, on imagine, on se dit oui, effectivement, on voit qu'il y a pas mal de cancers traités, mais on n'a pas la vérité. Et puis on a des territoires urbains où il y a les expositions environnementales, on le sait, les pollutions, etc., où il y a des pratiques de sédentarité, voilà, l'urbain est lié à ça. Et pour le coup, on ne peut pas non plus les regarder parce qu'on n'a pas la vérité des chiffres également. Devant l'explosion des cancers digestifs chez les jeunes, les médecins s'interrogent. À Bayonne, au centre hospitalier de la Côte Basque, le docteur Mathias Brugel voit depuis quelques années une hausse du nombre de ses patients atteints du cancer du pancréas. On dénombre environ 16 000 nouveaux cas de cancer par an en France de cancer du pancréas. Donc, on a noté ces dernières années une franche augmentation du nombre de cas de cancer. Entre les années 90 et les années 2020-2023, d'après le dernier rapport de Santé publique France, on note un doublement du nombre de cas de cancer chez l'homme et un triplement du nombre de cas de cancer chez la femme. Le cancer du pancréas progresse, mais les facteurs de risque avérés comme le tabac et l'alcool ne suffisent pas, selon le docteur Brugel, à expliquer son augmentation. Il y avait une jaunisse quand il est arrivé. C'est ça, il est arrivé avec un ictère assez franc. On a fait un scanner qui découvrait qu'il y avait une lésion du pancréas. On constate des patients qui n'ont pas de facteur de risque particulier. Alors, il y a l'hypothèse, bien sûr, de la malchance. On sait que le cancer, c'est une maladie de l'ADN et que lors de la réplication d'une cellule, il peut y avoir des erreurs de l'ADN qui engendrent une anomalie, puis un cancer. Néanmoins, je pense qu'il est nécessaire d'investiguer d'autres causes que simplement la malchance et de se cacher derrière la malchance pour essayer d'expliquer ces nouveaux cas de cancer. Donc s'intéresser à l'exposition environnementale de ces patients-là me paraît être absolument indispensable. Médecin, mais aussi chercheur, Mathias Brugel a mené une étude pour mieux comprendre les liens entre pesticides et cancer du pancréas. On a essayé d'apporter une nouvelle pierre à l'édifice en dosant les pesticides dans la graisse de patients atteints de cancer du pancréas et en comparant cette quantité de pesticides dans la graisse avec des patients dits témoins. Il y a plus de risques de développer un cancer du pancréas quand on a plus de pesticides dans la graisse. On a du mal à comprendre pourquoi il y a certaines anomalies épidémiologiques qui s'appliquent à la France et qui ne s'appliquent pas à d'autres pays qui ont un niveau de consommation similaire ou comparable, un niveau de richesse qui est comparable,
Et ça, pour l'instant, ça reste mal compris. Souvent détecté à un stade avancé, le cancer du pancréas est en passe de devenir la deuxième cause de mortalité par cancer en France. Aujourd'hui en rémission, Yann a récemment repris le travail à mi-temps, après 7 ans passés à faire des allers-retours à l'hôpital. Désormais sorti d'affaires, Yann participe à une étude menée par la start-up Cure 51, visant à percer le mystère des survivants du cancer. En France et ailleurs, que ce soit dans les pays de l'OCDE ou les pays émergents, le taux d'incidence du cancer progresse. Et ça a longtemps été une maladie de vieux, le cancer, c'est plus du tout le cas. Donc en effet, si on prend par exemple le cancer du pancréas, si je prends l'exemple de la France, ça devient la deuxième cause de mortalité parmi les cancers, derrière le cancer du poumon, et ça touche des populations de plus en plus jeunes. Et donc, comprendre comment des gens qui étaient condamnés à mort, à qui il restait statistiquement 6 mois à vivre, ont survécu 5 ans, 10 ans, 15 ans à cette maladie, c'est un facteur d'espoir énorme pour la communauté scientifique et pour tous les patients. En charge du comité patient chez Cure 51, Yann organise la Rosaline Race, une course à pied qui doit relier la start-up à l'hôpital où il a été soigné. Tout un symbole. L'année dernière, du coup, on s'était arrêté à tous les feux rouges. Enfin, c'était un peu gênant. Il faudra trouver un tracé peut-être plus adéquat. Et l'avantage, c'est que ça permet aussi pour les autres qui sont plus à la traîne de pouvoir rattraper le groupe et de faire des mini-pauses. Juste, je vais valider ce point-là tout à l'heure avec Morgane. Si Yann pense aujourd'hui à l'avenir, à l'annonce du diagnostic il y a 7 ans, les médecins lui laissent peu d'espoir quant à ses chances de survie. C'est un cancer qui avance silencieusement, et donc c'était le cas pour moi. Ça veut dire que j'avais très peu de symptômes, j'avais juste des remontées acides, comme beaucoup de monde finalement. Et donc je suis allé voir mon médecin généraliste qui m'a prescrit des traitements contre l'acidité qui marchaient plutôt bien, mais ça revenait. Et donc le médecin avait décidé d'investiguer un petit peu plus longuement et de m'envoyer ensuite chez un gastro-entérologue. Sauf que le cancer du pancréas avance silencieusement et il avance vite. Et donc le diagnostic, il s'est fait finalement à l'hôpital, aux urgences, parce que en grossissant, la tumeur du pancréas étant localisée pas très loin de l'estomac, elle m'avait bloqué la digestion et je ne pouvais plus m'alimenter. En pratiquant une biopsie, c'est là qu'ils ont pu poser le diagnostic précis, cancer du pancréas métastatique, donc au stade le plus avancé. Et donc il s'était propagé sur le foie. Moi, à ce moment-là, c'est un coup de massue. En fait, je savais que le diagnostic pouvait être grave, mais je ne mesurais pas l'ampleur de la gravité en fait, d'un cancer du pancréas. Pour moi, le cancer, c'était clairement pas une maladie qu'on attribue à des jeunes. 35 ans au moment du diagnostic, et évidemment, je ne m'attends pas du tout à avoir un cancer. Je suis aussi papa d'une petite fille de 4 ans. Et pour moi, c'est juste, il n'y a pas d'option autre que se battre, quoi. Donc, voilà, je me mets tout de suite en mode de guerrier où je me dis bon, on va affronter ces traitements et puis on va voir ce qui se passe. Je savais que la chimiothérapie, c'était pas forcément quelque chose de très facile à vivre, bien au contraire. Et c'est effectivement ce qui s'est passé pour moi. Dès la première séance, j'étais vert fluo, j'ai vomi mes tripes. Et si je savais à ce moment-là que j'allais devoir en affronter plus d'une centaine, ça m'aurait peut-être un peu découragé. Après des années de traitement et 2 opérations, Yann se questionne sur l'origine de son cancer. C'est une question qui résonnait d'autant plus que je ne pense pas avoir de facteur de risque. Je n'étais pas en situation d'obésité, je mangeais plutôt sainement, je faisais un petit peu de sport. Enfin voilà, j'avais une hygiène de vie qui, en tout cas, je fumais pas, je bois occasionnellement. Donc je cochais aucune des cases en fait, des facteurs de risque. Et donc peut-être qu'il ne faut pas passer beaucoup de temps, moi en tant que patient, à essayer de comprendre d'où ça vient, mais plutôt se battre sur comment je fais pour guérir, quoi. Le nombre de cancers du pancréas explose. La France détient aussi le taux d'incidence du cancer du sein le plus élevé au monde. Avec l'association Jeune et Rose, Solène organise des ateliers pour sensibiliser aux gestes de prévention, car les politiques de dépistage du cancer du sein ne visent pas les femmes jeunes. En France, on a un dépistage organisé pour les personnes qui ont plus de 50 ans. Tous les 2 ans, elles sont invitées à aller faire une mammographie. Les personnes qui ont aussi qui sont à risque, donc parce qu'elles sont porteuses d'une mutation ou parce qu'il y a eu beaucoup de cas dans leur famille, peuvent aussi avoir accès à un dépistage. Mais toutes les personnes
lambda, ne sont pas concernés par ce dépistage. Et donc, le seul moyen d'être proactif pour sa santé, c'est de connaître son corps, c'est de se palper la poitrine. L'idée derrière ces rencontres, c'est parce que quand on est jeune avec un cancer du sein, finalement, on n'a pas les mêmes problématiques que n'importe qui d'autre avec un cancer du sein. On peut avoir des problématiques qui sont liées à la parentalité, à la non-parentalité aussi du fait des traitements. Ça peut être aussi des problématiques de carrière, des problématiques de couple. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui, finalement, quand on se retrouve avec Muriel, 75 ans, qui est très très gentille, mais qui ne comprend pas ce qu'on vit, où on peut se sentir un peu seul. Et donc, le but de Jeune et Rose, c'est de briser cette solitude. C'est pour ça qu'on organise ces rencontres. Notre dernière mission de Jeune et Rose, ça s'appelle les ateliers Poète-Poète. C'est ce pourquoi vous êtes là aussi aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment la prévention. On vous explique les gestes à réaliser pour l'auto-examen mammaire. Je vais voir, t'en as où? Là, elle s'est rentrée là. Je retapis ça Alors, si tu vas ici, alors il y a 2 kystes. Là, tu vois, j'avais le doigt dessus. Tu vas sentir que ça roule un petit peu, alors que celle-ci, tu peux faire ce que tu veux, elle est accrochée, quoi. Ouais. Et en fait, pour t'expliquer, ça va plutôt être des kystes. Donc le contour, tu vois qu'il est assez lisse. L'intérieur, il est assez aqueux. Tandis que là, vous allez avoir des cellules cancéreuses, donc avec un contour assez irrégulier. Puis après, s'il y a vraiment des choses dans ta poitrine qui t'inquiètent, tu peux aussi aller voir le médecin, ou le jour où tu as rendez-vous chez le gynéco, tu lui en parles. Lui, il va te rassurer. Et toi, le soir, tu te repalpes la poitrine. Et comme tu sais que tout va bien, ça te sert de base pour la suite en te disant « Ok, là, j'ai une boule, mais le médecin m'a expliqué ce que c'était, donc j'en suis pas inquiète. » Et les fois suivantes, tu continueras de sentir cette boule-là, mais tu sauras qu'elle est normale, entre guillemets. Les participantes à cet atelier de prévention se sentent démunies face aux causes probables de l'augmentation du nombre de cancers du sein. Tout ce qui est les produits transformés aujourd'hui, les microplastiques, même la pollution, tout ce qu'il y a autour de nous, tous les perturbateurs endocriniens, exactement. En fait, c'est énormément de choses qui peuvent causer un cancer. Il y en a dans toute notre consommation, notre alimentation. Il n'y a pas encore suffisamment d'études, je pense, qui prouvent le direct lien entre ça et les cancers. Mais il y a de plus en plus de médecins qui en parlent et c'est pas un mystère non plus. Il y a de plus en plus de femmes et de jeunes de nos âges qui ont des cancers. Les preuves manquent à l'heure actuelle afin de démontrer une corrélation entre les causes environnementales et l'explosion du nombre de cancers. Pour y remédier, une équipe de recherche dirigée par Mathilde Touvier mène l'étude Nutrinet Santé depuis 2009 auprès de 180 000 volontaires. Aujourd'hui, on a vraiment des questions de recherche qui se posent sur des expositions, par exemple, à certains additifs alimentaires, à certains pesticides, aux aliments ultra transformés. On a voulu ici avoir une étude avec un niveau de précision important. Donc, 3 journées d'enregistrement alimentaire de 24 heures tous les 6 mois, où les participants vont même remplir le nom commercial, la marque des produits consommés. Donc, nous, ça nous permet vraiment d'avoir un niveau de détail très, très fin. Et on a aussi collecté ces échantillons de sang, d'urine, de sel pour étudier les mécanismes physiologiques, pathologiques qui sous-tendent ces relations alimentation-santé. En analysant les données des participants à l'étude Nutrinet Santé, Mathilde Touvier et son équipe ont démontré que la consommation de certains additifs alimentaires est associée à un risque accru de cancer. Les niveaux de preuve ne sont pas encore suffisants pour pouvoir conclure avec fermeté. On voit toutefois qu'il y a des liens avérés entre alimentation et risque de cancer, cancer du pancréas, cancer colorectal, vraiment différents types de cancers, cancer du sein également, avec cette fois-ci des facteurs de risque qui sont historiquement très connus. On pense par exemple aux charcuteries, qui ont été classées cancérigènes par le Centre international de recherche contre le cancer de l'OMS, ou encore des viandes rouges classées cancérigènes probables. Si le lien de causalité entre alimentation et cancer est avéré, d'autres facteurs de risque sont encore mal évalués, en particulier les expositions multiples. Le caractère très complexe de notre époque, c'est l'effet cocktail. C'est-à-dire qu'on a probablement plusieurs expositions. Enfin, on voit bien comme les perturbateurs endocriniens, les pollutions atmosphériques itératives, les ondes aussi. Enfin, on ne sait pas. Hein, c'est quand même un changement majeur de notre environnement, la saturation en eau de notre environnement.
tout ça, c'est très intriqué. Il n'y a pas de réponse simple à ce sujet. Ce qui est certain, c'est que le registre, ça fait partie de l'arsenal des pouvoirs publics pour bien prendre en charge la question du cancer dans notre pays. Et pour le coup, il est vital, il est essentiel, en fait. Voilà. Jusqu'ici, la France ne disposait pas de registre national recensant les cas de cancer de façon exhaustive. Elle faisait figure d'exception en Europe. Désormais en vigueur, ce registre pourrait aussi améliorer le parcours de soins des patients. Bonjour. Bonjour. Il y a quel patient aujourd'hui? J'ai vu qu'il check, justement. Ouais, elle a 2. Ouais. Comment est-ce qu'il va là aujourd'hui? Il est douloureux. Ouais. Il n'a pas bien dormi? À l'hôpital Saint-Louis à Paris, le docteur Boissel soigne des patients âgés de 15 à 30 ans. Il espère que le registre national va favoriser un suivi des jeunes tout au long de leur vie. On va guérir 85% de ces jeunes et on est très intéressé par le devenir au long cours de ces patients. Quelles sont les séquelles qu'ils vont développer, comment est-ce qu'elles vont être prises en charge, que ce soit des séquelles somatiques, c'est-à-dire du corps, mais aussi des séquelles psychologiques, psychosociales, organisationnelles. Comment est-ce qu'on va être en capacité de les accompagner, à la fois dans la détection de la prise en charge de ces séquelles, mais aussi dans leur retour vers, on va dire, la vie normale, même si c'est un terme que je n'aime pas beaucoup utiliser. Pour mieux accompagner les jeunes touchés par un cancer, Hugo s'est engagé au sein de l'association AIDA. Ce soir-là, il a donné rendez-vous à 2 autres bénévoles. Ils viennent jouer avec un patient de leur âge, hospitalisé pour un cancer dans le service du docteur Boissel. Hugo, du coup, Lauriane, c'est toi? Du coup, vous vous rappelez des règles ou pas? Je fais un petit jeu en arrière et tout. Ok, déjà pas avoir fumé 1 heure avant. Parfum pareil, pas de parfum, on égoutte, parfait. On va se laver les mains avant de rentrer dans la salle. Et ensuite, on part pour 1h30. Ça va le faire. Génial. Je pars du principe que je suis juste avec des jeunes et qu'on va juste jouer et s'amuser ensemble. Et c'est ça le principal. Et c'est pour ça que j'oublie toute la partie cancer qu'il peut avoir. Et je me dis juste qu'on va être ensemble pendant 1h30. Ah ouais, du coup, maintenant, on est obligé de reprendre les masques. Ouais. On pioche une carte au pif et genre il y a un thème, par exemple coton-tige. Du coup, question 1, c'est genre un coton-tige, est-ce qu'il y a du coton dedans? Donc tu réponds oui ou non, enfin, tu sais que c'est hyper oui. facile. Et la question 10, c'est genre qui a inventé le coton-tige? Et genre là, t'es foutu, ok? Allez, let's go. C'est ça. Quelle est la durée des jours exprimée en heures dans une année bissextile? Bah c'est comme une année pas bissextile quoi. Donc la réponse c'est quoi? C'est 24 heures. Ouais, c'est ça. Ah, très bien joué. Ah ouais. Ouais. Yes. De base, je viens pas souvent, je sors pas beaucoup de ma chambre. Ça veut dire, en vrai, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir parce que c'est des personnes de, on va dire, notre âge, tout ça, notre génération. Donc, ça donne le sourire quand même, ça remonte un peu le moral. Comme j'ai la forme, je profite avant que je reprends la chimio, tout ça, et que j'aurai pas la foi de sortir. Lauriane a perdu son cousin âgé de 30 ans d'un cancer du pancréas. Depuis, elle est devenue bénévole. Moi, j'avais un rapport qui était souvent négatif en fait avec l'hôpital, et là, on découvre des salles de jeu, des moments comme ça intemporels où on perd complètement la notion du temps, sans téléphone, et en fait, ça t'apprend tout sur l'humain, sur les relations, sur les jeunes. On découvre des jeunes, voilà, qui surmontent des choses qui sont hyper dures, desquelles on ne pourrait même pas imaginer, mais qui ont malgré tout ça un moment pour jouer à un jeu de société, faire des blagues, rigoler avec nous, etc. Et moi, je ressors boostée en général de ces expériences. La course, ça m'apporte beaucoup déjà physiquement et mentalement. Moi, je me dis que si je fais du sport, je vais bien. Si je vais bien, je réduis le risque de retomber malade. Prendre le dessus sur la maladie et essayer d'aller de l'avant, tourner la page. Là, on part pour la Rosalind Race. Et donc, pour la 2e année, on va relier depuis nos bureaux ici à Paris un hôpital qui a beaucoup de sens pour moi. C'est l'hôpital qui me suit au niveau de mon cancer, c'est l'hôpital Foch à Suresnes. Donc là, on est parti pour 11 km de course.
ça marche. Allez, on rentre. 7 ans après l'annonce du diagnostic, Yann se décrit comme un miraculé, mais l'épreuve ne l'a pas laissé indemne. Comme lui, ce sont près de 15 000 jeunes diagnostiqués chaque année qui vont devoir vivre avec les séquelles du cancer.